Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, une émission qui sera essentiellement axée aujourd'hui autour de cette attaque de Sobaneda, le bilan qui a été ramené de 95 à 35 morts. Il faudrait compter désormais 35 victimes. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était sur le site cette semaine, il s'est même adressé aux populations. On va l'écouter dans cette édition. On va également parler du renouvellement du mandat de la MINUSMA qui était au centre de la dernière rencontre de l'ONU à New York. Et puis, si le temps le permet, nous allons également aborder cette Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football. Est-ce qu'on peut parler de paix des braves désormais? Des sujets qui seront abordés par nos invités, Aram Thiam, journaliste, Alexis Calambri de Mali Tribune, Baba Dakono, juriste chercheur, et Serge Daniel, journaliste écrivain. C'est sans doute l'actualité de cette semaine, l'attaque du village de Sobané, commune rurale de Sanga, dans la région de Mopti. Le bilan initial de 95 morts a été ramené à 35 victimes inhumées cette semaine en présence du chef du gouvernement Boubou Cissé, accompagné d'une forte délégation. Le président de la République, je vous le disais également, s'est recueilli devant la mémoire de ces victimes avant de s'adresser aux populations de Sobaneda, des propos recueillis ici par nos confrères de la télévision nationale. J'appelle à l'apaisement. Se venger n'est pas la solution. Nous avons tous des sœurs et des frères. Un responsable, c'est celui qui reçoit des coups et les supporte. Comme à Kobeke ni Marafondé, sérieusement. Les attaques se font avec des armes. Nous allons interdire sérieusement la détention illégale des armes. Et les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'adressant aux populations de Sobaneda. Alexis Calambri, quand nous étions sur le plateau la semaine dernière, au même moment, cette attaque était perpétrée dans ce village. Une réaction à chaud par rapport à tout ça? Oui, comme l'a dit le Premier ministre sur le terrain, c'est vraiment une interpellation des consciences parce que, oui, vous voyez, ça quitte un terrain pour un autre. C'est des gens qui veulent une division, on dirait une stratégie millimétrée, mais bon, faisons tout pour qu'on ne tombe pas dans le panneau. Sobaneda, Baba, premier mot là-dessus. Oui, c'est triste que Sobaneda soit arrivé après Ogossagou, après ce qu'on a vécu à Ogossagou et après Kulungo. Ça veut juste dire qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'un problème, quand il est mal posé, même si les réponses sont pertinentes, au meilleur des cas, elles n'ont pas d'effet. Sinon, au pire, elles vont contribuer à exacerber un phénomène déjà complexe. Donc, après ce qui vient de se passer, au-delà des discours, au-delà des actions qui sont en cours et qui sont envisagées, il est très important qu'on s'arrête et qu'on évalue le problème ou les problèmes sur toutes ces dimensions. Moi, je pense qu'il y a la tristesse, c'est vrai, il y a la colère, et puis en même temps, il y a l'indignation et surtout l'incompréhension. L'idée est quand même la suivante, c'est-à-dire qu'après ça, où on va? On avait annoncé le chiffre de 95, on est revenu à 35. C'est un massacre. C'est un massacre quand même ciblé. Les personnes ont été ciblées. Je pense que c'est le massacre de trop. Et que si demain, je veux le dire brutalement, on a encore malheureusement un massacre de ce genre-là, peut-être que le Mali en ce moment serait en train de disparaître. Dans cette partie du Mali. Un premier commentaire. Oui, non, que le bilan ait été revu à la baisse, c'est important. Mais ça n'est pas l'essentiel, ça reste un massacre, comme l'a dit Serge Daniel. Je crois que dans le centre, il faut
prendre garde à ce que nous ne soyons pas déjà dans la spirale. J'ai écouté le président de la République, mais dans la partie française, où il disait avec détermination que oui, c'est très grave ce qui s'est passé, mais il a le pressentiment qu'on est vers l'épilogue, c'est-à-dire la fin de ce cycle de violence. Dieu l'entende en tout cas. Il faut faire quelque chose et il faut agir de manière plus massive, de manière plus visible, de manière plus efficace maintenant qu'avant, sinon le centre il saute et en sautant il fait tomber le pays. Oui, Alexis Calambri, en parlant de Sobaneda, on est obligé de faire la rétrospective des événements dans cette partie du Mali. Et là, on revient à Ouagassogou. Après Ouagassogou, des dispositions avaient été prises. Est-ce que Sobaneda résulte de l'échec des dispositions prises après Ouagassogou? Non, une analyse froide fait comprendre, disons, fait voir au moins des failles à deux niveaux. Le renseignement, c'est-à-dire on manque peut-être de réactivité dans les renseignements et ensuite, disons, la réactivité dans la poursuite de ceux qui font ces attentats-là. Mais ce qu'on peut vraiment dire, c'est que oui, c'est vrai, c'est aller crescendo, mais comme disait Serge tout à l'heure, c'est ciblé. Alors, j'ai envie de dire qu'on a échoué, ou du moins les populations qu'on a voulu, disons, opposer sont en train de comprendre qu'ils n'ont rien les unes contre les autres. On est en train de glisser de terrain. Je pense que la communication doit être justement au niveau que ce n'est pas des oppositions entre nous, mais c'est vraiment une continuité, une continuation d'un mouvement terroriste qui affecte le pays. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore la bonne méthode, la bonne formule qu'il faut travailler à avoir cette solution-là, après ce auquel on a déjà assisté? Visiblement, c'est une partie des difficultés aujourd'hui. Et je viens d'écouter Alexis, c'est exactement ce qu'on entend. C'est-à-dire la violence aujourd'hui qui sévit dans le centre du Mali est multiforme. Mais on a l'impression que chaque acteur l'analyse par un prisme particulier. C'est une tendance en fait réductrice des moteurs de la violence dans le centre du Mali. Et le pire dans ça, c'est qu'on a encore plus tendance à opposer ces phénomènes les uns aux autres. C'est-à-dire ceux qui estiment qu'au centre du Mali, on a beaucoup plus, c'était le cas au début, à la fin de l'année 2014, on a beaucoup plus un problème de terrorisme qu'autre chose, ont tendance à ramener toute la violence au plan de la lutte contre le terrorisme. Ceux qui estiment que c'est en fait une affaire de criminalité organisée transnationale, donc qui veulent créer des pôles d'instabilité dans cette partie du Mali et au-delà, au Burkina et au Niger, ramènent ça à la lutte contre les trafics qui s'opèrent dans ces localités-là. Et enfin, une autre catégorie estime que ce sont des conflits inter- et intracommunautaires. C'est vrai que cette dimension existe et elle est historique, mais prendre le problème par un de ses bouts est réducteur en fait dans la recherche de solutions. Il faut comprendre que tous ces moteurs, les moteurs de la violence ou les facteurs sur lesquels se construisent les phénomènes dans le centre du Mali sont tous présents et il faut tous les prendre en compte. Donc oui, le fait qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode est lié en partie sur le fait qu'il y a décalage entre les réponses envisagées en cours et la réalité des faits sur le terrain. Ce que vous dites, c'est juste, mais vous parlez de moteur, moi j'aimerais plutôt parler de locomotive. Il y a quand même une locomotive de toutes ces violences, en termes de grille d'analyse, c'est-à-dire ce sont les armes qui circulent illégalement. Et ça, on ne le souligne pas. Moi, j'étais au Ouagassogou. Alexis n'y était pas, c'est pas étonnant. Le président de la République a dit la même chose à Ouagassogou qu'à Soban. Mais ça n'a pas. 12 semaines après Ouagassogou, il y a eu Soban. Donc ça veut dire que nous n'avançons pas dans le règlement, dans ce qu'il faut mettre en œuvre pour régler ces problèmes-là. Vous avez quand même à moins de 20 km de Soban un camp militaire. Et ça, on le sait avec précision aujourd'hui, puisqu'on a eu le maire de Sanga. Donc cela veut dire quand même que soit nous n'avons pas les moyens, et soit nous avons les moyens, nous ne voulons pas travailler. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire peut-être brutalement. C'est pour ça, dans la gestion de cette crise, et j'en aurais terminé, parce qu'Adam me fusille du regard,
J'appréciais le Premier ministre, c'était la première crise qu'il affrontait depuis qu'il est là. Il n'est pas allé pour condamner, il a d'abord tapé sur l'État, en disant, je vais résumer, si nous ne sommes pas, je suis en train de paraphraser, si nous ne sommes pas capables d'assumer la sécurité des Maliennes et des Maliens, nous ne devons pas avoir le sommeil facile. Je pense que l'État a un rôle, on dit oui, l'État doit tout faire. Mais c'est une question de gouvernance, cher ami. On ne peut pas avoir Ogossagou et 12 semaines après avoir Soban. Ce n'est pas normal. Oui, Adam Thiam. Serge était à Ogossagou, mais il n'était pas à Guiré. S'il était à Guiré, il aurait vu le Premier ministre à Guiré, parce que c'est la seconde crise, c'est le second théâtre d'atrocité sur lequel il se rend en quelques mois. Et il faut dire que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que les populations ont besoin de la compassion, les populations ont besoin de la présence de l'État. Et on l'a eu sous Meïlou Boubé Maïga, le Premier ministre, qui est allé sur les théâtres. Mais avant lui, on a vu effectivement que, il y a au moins pendant 27 mois, le Premier ministre qui était là, Modibo Keïta, n'est pas allé au centre. Et c'était quand même le moment d'incubation. On a sonné l'alerte à ce moment. Je crois qu'il ne faut pas que notre intérêt en tant que journaliste ou en tant que membre du gouvernement soit simplement attisé par les pics d'atrocités comme Soban ou Ogossagou. Parce que c'est tous les jours que Dieu fait que quelque part au centre, quelqu'un tombe. Okay? C'est tous les jours que Dieu fait que quelque part au centre, Dogon ou Peul, quelqu'un est tué, que le bétail est enlevé, que les djihadistes se renforcent parce qu'ils sont en train de faire du centre un califat. Je crois que le sursaut dont parle le président, c'est vraiment là qu'il faut d'abord l'imprimer. Il faut que nous récupérions le centre. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Je suis convaincu qu'il y aura encore d'autres atrocités. Et ce dont on parle ici, je ne sais pas si vous avez fait attention au langage diplomatique utilisé à l'ONU, c'est faire baisser le niveau de violence. Et tu fais baisser le niveau de violence pour essayer de l'enrayer progressivement. Et je pense que ça n'est pas au-dessus de nos moyens. Nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas être seuls à le faire. Quand on nous dit que le seuil de l'intolérable est atteint, et c'est Anadif qui le dit, on aimerait bien lui dire oui, mais il faut que l'aménagement aussi soit de la partie et soit plus massivement et plus visiblement de la partie. Oui, Baba. Non, je voulais revenir un peu sur l'échange avec Serge Daniel tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on dise des choses différentes, mais je dis juste que le problème ou la violence qui sévit dans le centre du Mali ne peut pas être réduite à une seule dimension. Je suis entièrement d'accord sur le fait que les failles dans la gouvernance constituent des facteurs sur lesquels prospère l'insécurité, donc on est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas que. En plus des failles dans la gouvernance qui sont exploitées par les différents acteurs qui profitent de l'insécurité, il y a les failles sociales. Aujourd'hui, on a l'impression justement qu'il y a une imbrication entre les violences d'un point de vue communautaire et les groupes extrémistes violents, parce que justement, ces groupes qualifiés d'extrémistes violents exploitent les failles sociales. Et une de ces failles, ce sont les clivages qui existent, les clivages socio-professionnels qui existent dans ces environnements-là. Ces clivages, c'est les conflits historiques entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est aussi les conflits historiques au sein des communautés, entre elles. Donc, ce que je dis, c'est que la violence, elle est multidimensionnelle et elle est en train de se construire, et elle s'est construite sur beaucoup de facteurs qu'il convient de traiter. Et pour revenir au discours, au propos du président de la République tout à l'heure, il a parlé du désarmement, il a parlé du fait que personne n'ait plus le droit de porter les armes. Mais justement, c'est s'attaquer à la manifestation ou aux effets d'un problème plus complexe, parce que il faut comprendre les raisons qui ont fait que les gens ont pris les armes dans ces localités, sans vouloir justifier ces raisons, mais ces raisons existent. Les personnes, les populations, de façon individuelle ou collective, se sont armées dans ces localités parce qu'elles ont très peu confiance à l'efficacité des réponses institutionnelles déployées. D'accord. Ce que je voudrais vous dire, si vous permettez, c'est que ce qui faisait, disons, nos atouts au Mali commence à être à la limite soit des freins, soit des faiblesses. La présence de l'amunissement et de Barkhane, en ce sens que oui, nous avons deux forces
une qui sert de force tampon ou du moins de force d'interposition pour protéger les populations, et l'autre qui sert, qui a pour, disons, charisme de lutter contre les mouvements terroristes. Ce faisant, j'ai l'impression que ça nous prive de beaucoup d'autres aides qui auraient pu être salutaires en ce moment. J'explique. Le EITM a formé beaucoup de bataillons, mais on déplore le fait que ces bataillons sont formés, mais ont beaucoup plus de formation théorique parce que n'étant pas armés, n'ayant pas les moyens de se déployer. Mais pendant ce temps, si vous suivez l'actualité, vous voyez combien maintenant on est en train d'aider le Burkina, le Niger à s'armer, comment les djihadistes sont présents au Burkina et au Niger, et ce qui fait finalement qu'ils ont moins de problèmes que nous. D'accord. On va parler de la responsabilité des forces étrangères, hein, mais peut-être j'aurais aimé qu'on épuise totalement notre responsabilité interne en tant que Malien. Et par rapport à cela, Serge Daniel, quand on suit le gouvernement, les décisions des révocations du gouverneur de Mopti, par exemple, on a l'impression que le pouvoir a sa lecture par rapport à ce qui s'est passé à Sobaneda. Peut-être pour le pouvoir, la faute, elle est régionale, puisque le gouverneur, c'est le chef de l'exécutif régional, alors que beaucoup de Maliens pensent qu'elle est plutôt militaire. Peut-être pour le gouvernement, elle est administrative. Et le gouverneur est militaire d'abord, il est général, d'après ce que je comprends. Mais le problème, c'est que le gouverneur a été révoqué, mais il n'a pas été remplacé jusque-là. Alors que nous avons besoin quand même d'un gouverneur. Bon, il paraît que ça va venir la semaine prochaine. Je pense que la grille d'analyse du gouvernement, c'est de dire, le premier responsable, c'est quand même le représentant de l'exécutif là-bas. Tape! Il faut le taper. Mais taper, d'accord, mais ça ne résout pas le problème. À la limite, je vais être un peu, les titiller un peu, ça déplace le problème, le fait de faire partie le gouverneur. Parce qu'il a aussi sa lecture des choses, mais il ne peut pas visiblement s'exprimer pour le moment à cause du devoir, et évidemment, de réserve. Ça ne suffit pas d'enlever un gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur qui est responsable de ce qui s'est passé. Peut-être que dans la chaîne de commandement, il y a eu des cacophonies, etc., sûrement, mais ce n'est pas lui qui est forcément responsable. Je ne dis pas de couper toutes les têtes, parce que quand on coupe les têtes, elles ne repoussent pas. Mais le problème, c'est la stratégie gouvernementale qu'on doit revoir. Oui, on a écouté le président de la République tout de suite. À Ouagadougou, on se rappelle ces propos-là, directs, à l'endroit du chef d'état-major, qui serait en sursis, puisqu'on avait dit, bon, si la prochaine faute, peut-être c'est moi qui vous ai mis là aujourd'hui, demain je vais vous révoquer. Et en lieu et place d'un militaire, peut-être on est content qu'il reste à sa place, c'est le chef de l'exécutif régional. Il y a une disproportion entre ce discours du président à Ouagadougou et la sanction du gouverneur de Mopti. Non, Baba Dakono? En fait, j'ai l'impression que cette sanction, elle est beaucoup plus... elle a été prise dans la suite de la première. Vous savez, quand Ouagadougou s'est passé, il y a eu une sanction pratiquement technique. La sanction, elle n'a concerné que les responsables militaires. Il n'y a pas eu de sanction politique, quoique pour beaucoup de personnes, la sanction devrait être double. Elle devrait concerner les responsables militaires, mais également les responsables politiques. On a estimé que le premier responsable au plan politique, c'était le gouverneur. Donc, en réalité, j'ai l'impression que cette sanction, elle est faite beaucoup plus pour rattraper la première sanction qui avait été prise après Ouagadougou. Mais la question, c'est est-ce qu'elle est suffisante? Visiblement, non. Elle doit être soutenue par... Est-ce qu'elle était importante? Oui, c'est important de donner le signal. C'est important parce qu'au-delà du massacre, le gouverneur était au cœur de tensions au niveau des populations qui se plaignaient beaucoup de sa gestion. Donc, elle est importante de ce point de vue également. Mais au-delà de cette sanction, ça doit être soutenu par beaucoup d'autres mesures, beaucoup de mesures rectificatives dans le mode opératoire du gouvernement, mais également dans sa façon de comprendre le problème au centre du Mali. Adam Thiam. Alors, le gouverneur, si je me souviens bien, pendant de longs mois, était contesté par les peuples. Puis, il a été contesté par les Dogons, et parfois, il est même arrivé qu'il soit contesté par les deux à la fois. C'est peut-être le signe qu'il est plus neutre qu'on le pense. Alors, quand il y a un massacre de l'ampleur de Soban, et surtout l'ampleur initiale qui avait été annoncée et qui a été revue effectivement à la baisse, peut-être qu'il faut effectivement situer politiquement les responsabilités
et il faut trouver, il faut agir. Les gouverneurs sont des politiques, à vrai dire, et c'est des fusibles, comme les ministres, etc. Et normalement, le destin d'un ministre, comme dit Justin Babacar Ndiaye, c'est de sauter. Il a sauté. Moi, j'ai trouvé que c'était une personne extrêmement sympa, extrêmement affable. Il trouvera probablement d'autres choses. L'essentiel, c'est qu'il soit remplacé par quelqu'un qui est immédiatement opérationnel, et que les sanctions ne s'arrêtent pas au gouverneur. Parce que c'est peut-être toute la chaîne qu'il faut revoir. On l'avait dit après Ogossagou, mais cette sanction n'est peut-être pas un désaveu du gouverneur. C'est qu'elle devait être politiquement simplement prise. Maintenant, la question que Tangara, tu avais posée, à savoir pourquoi on a une réédition de ça, malgré toutes les promesses, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, il reste une bonne question. Et je pense que, très honnêtement, le centre, c'est la faillite de l'État, mais c'est aussi la faillite des experts. C'est la faillite. On pense simplement comprendre. Nous utilisons les grilles de lecture utilisées ailleurs. Nous avons recours aux paradigmes qui sont utilisés ailleurs, mais peut-être que nous n'avons pas forcément bien compris ce qui se passe. Peut-être que nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé à Soban, et ça, c'est à investiguer. Ce que je voulais dire très rapidement, parce que ça me brûle un peu, quand on parle de notre responsabilité, je voulais quand même dire que des choses ont été faites, l'effort de donner les moyens à l'armée. Le ministre de la Sécurité a parlé de défaillance sécurité à l'Assemblée en disant le renseignement était déficitaire. Le renseignement était déficitaire, mais il faut que ça change quand même. Il y a deux problèmes au centre. Malgré qu'on ne sache pas totalement ce qui se passe, et ça c'est juste de le dire, parce qu'il y a des non-dits qu'on ne maîtrise pas, nous avons officiellement deux milices, Adam. Nous avons une milice connue, celle de Sékou Boli, c'est ça? Et nous avons Dana Amassagou. Adam. Et beaucoup de forces d'autodéfense. Beaucoup de forces d'autodéfense dans les régions, dans les différentes régions, dans les différents secteurs. Ça, c'est important. Mais ce qu'on voit, ce qui est visible, ce qui est su officiellement, ce sont ces deux forces. Mais pourquoi on ne les désarme pas? Mais commençons par ça. Je vais juste, avant de passer la parole à Alexis, moi ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le plateau. Non, mais on vous laisse le temps. Mais vous savez pourquoi vous n'êtes pas venu aussi? Il n'en prendra pas ombrage, il est habillé comme Michael Jackson. Non, mais je crois qu'il faut qu'on sache que ce pays est un pays tombé en 2012. L'armée a été défaite. Elle a été défaite. Elle a été défaite par les forces djihadistes, elle a été défaite par les irrédentistes. Il a fallu qu'en 2013, on fasse appel à un pays étranger. Et donc, pendant que l'armée se reconstruit, les autres nous aident. Mais ça ne nous disculpe pas. Nous avons des responsabilités et c'est d'abord nous qui devons les assumer. Et ensuite, la solution de la crise du centre comme du nord n'est pas que militaire. Il y a d'autres mesures qu'il faut mettre en œuvre. Je vous assure, Tangara, on peut désarmer les milices, on peut toutes les milices, on peut fumer le calumet de la paix, mais le pays d'Ogon est dans un état de dénuement tel que sans une sorte de Marshall économique pour le centre, la conflictualité, elle va être réduite, mais elle ne sera pas enrayée. D'accord. Baba et Alexis, avant qu'on ne progresse dans le débat. La réponse que je voulais donner, c'est Adam vient de donner une partie. Quand il dit que c'est une responsabilité collective, c'est ce que je partage. Mais je crois qu'il vient de donner un élément de réponse en expliquant ce qu'il faut faire en partie aujourd'hui dans le centre du Mali. Donc je pense que ça dédouane un peu tous ceux qui pensent que la question du centre doit être analysée par tel ou tel prisme. On est d'accord sur le déficit de compréhension de ceux qui mettent en œuvre les réponses et qui les pensent. On est d'accord sur la déconnexion entre le niveau local et le niveau national qui est indispensable à rétablir parce que les communautés ou les populations aujourd'hui qui vivent cette insécurité ont une perception de cette insécurité, ont une compréhension de cette insécurité et des phénomènes qui l'alimentent. Et l'impression, c'est que cette compréhension est décalée de
que celle que les acteurs qui pensent et mettent en œuvre les réponses ont. Et c'est cette connexion qu'il faut rétablir. D'accord. Je peux dire juste avant. Non, je veux juste dire qu'en vérité, nous payons aussi pour l'inertie. Nous avons trop attendu. Si nous avions agi en 2014, si nous avions agi même en 2015 après l'attaque de Nampala, peut-être on aurait pu circonscrire. Mais il y a eu un temps d'inertie de l'État que les djihadistes ont mis à profit pour s'implanter dans la majorité des 108 communes du centre, et ils ont même débordé, ils sont allés dans l'interfleuve vers Kemassina. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, l'État pendant longtemps a été exclu du jeu. C'est-à-dire, si les populations ont des solutions à chercher, c'est toujours en dehors de l'État. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour se remettre dans le jeu et pour prendre les choses en main? Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est que pour moi, comme disait Baba ou Adam, je ne sais plus, il faut vraiment qu'on trouve les vrais leviers sur lesquels travailler. Parce que, oui, à Bamako, ici, vous avez beaucoup de gens qui se sont autoproclamés porte-parole de communauté, mais qui visiblement, et malgré tout l'appui qu'on leur apporte pour aller, ne donnent pas de résultats. Donc ça veut dire que ce n'est pas les bonnes personnes, et je refuse de croire qu'on soit culturellement déconnecté au point de ne pas savoir qui dans telle communauté ou quelle structure dans telle communauté peut apporter la solution. D'accord. Très rapidement, en disant, Alexis, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis l'État a été exclu. L'État s'est exclu du jeu. C'est parce que l'État s'est exclu du jeu. Je parlais tout à l'heure des milices. Si des gens forment des milices, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'État. Je suis parfaitement d'accord avec toi, jeune brillant, Dakono, dans tes analyses. Non, c'est parfaitement juste. Mais moi, tu vois, le problème... Non, pas du tout. C'est un ami. Et moi, je te dis, moi, le problème est simple. Quand quelqu'un m'appelle de Mopti pour me dire, écoute Serge, nous sommes attaqués, qu'est-ce que l'État fait? Moi, je te réponds terre à terre en disant cela. Voilà ce que les gens disent. L'État a une part de responsabilité. Pas toute la responsabilité, mais une part de responsabilité. Ok, justement, avec vous, Baba Dakono, quand on regarde l'attaque de Sobané, on a l'impression qu'il y a une tentative de manipulation, puisque au Burkina Faso, récemment, ce sont des lieux de culte, des églises qui sont attaquées. À Sobané, on ne met pas trop l'accent là-dessus. C'était un village majoritairement chrétien, catholique. On a l'impression que les terroristes de la manipulation conflit Peul-Dogon, ils veulent embrayer sur la manipulation musulman, chrétien. Ça, ce sont des aspects sur lesquels les Maliens doivent faire extrêmement attention, qu'on ne tombe pas dans cet autre amalgame de conflit entre les religions. Le fait que cette dimension ait émergé est le résultat d'une communication désastreuse, parce que les réalités sont autres. Mais encore une fois, je reviens sur l'exploitation des clivages par les groupes qui alimentent aujourd'hui l'insécurité. Comme je l'ai dit, ils exploitent tous les clivages, ils exploitent toutes les failles. Et on est en train on a identifié les failles dans la gouvernance, et malheureusement, ils ont cette capacité à identifier ces failles avec une telle rapidité que l'on comprend l'expansion géographique de la menace aujourd'hui. Regardez comment, en quelques années, la menace s'est retrouvée au niveau des pays de la côte. Parce qu'ils ont cette capacité à identifier les failles dans la gouvernance. Mais ce que je dis, c'est que ces failles, ils ne les identifient pas que dans la gouvernance. Ils les identifient aussi au plan social. Et l'une de ces failles, c'est que il y a eu des conflits historiques, mais c'est aussi des communautés qui sont dans des rapports conflictuels et qui sont dans d'autres schémas cultuels, dont musulmans, chrétiens. Mais encore une fois, si cette dimension émerge, c'est pour moi beaucoup plus le résultat d'une communication désastreuse qu'un fait avéré ou important. Oui, il faudrait qu'on insiste là-dessus, Alexis. Je crois que cette fois-ci plutôt, je pense que la communication a marché au Mali, parce que à Sobaninda, très peu de gens, c'est quand certains ont vu le cardinal sur le terrain avec le président, ont vu les croix qui sont dit qu'est-ce qu'il y a. Mais nulle part, en aucun moment dans les communications officielles, dans les reportages, qui a été très prolixe, rarement les gens ont avancé cet aspect religieux. Je pense que cette fois-ci, ça a marché. Mais quand je parlais du fait que l'État a été exclu, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un problème, c'est-à-dire si conflit intercommunautaire, c'est une ONG qui va sur le terrain pour essayer
trouver une solution. Même la justice, maintenant, vous avez des ONG pour ça. Quand elle a cessé, c'est les ONG. Voilà. Terminer, ensuite je vais donner la parole. Oui, non. Est-ce que l'État s'est exclu? C'est-à-dire ceux qui nous appuient peut-être ont vu un moment toute cette corruption au niveau de l'État et ont pensé que en sous-traitant avec des groupes privés, des ONG, on peut trouver une solution. Le faisant, quelque part, l'État a perdu la main et sa capacité d'adresser les vrais problèmes. Aram Thiam, sur la manipulation. Je vais quand même réagir à ce que Baba a dit, mais avant, je veux simplement rafraîchir les mémoires. Là, tu prends pour la parole. Non, mais vraiment, c'est parce que j'étais en manque. Non, mais je crois la crise du Nord, il faut qu'on se le dise, résulte. La crise du centre est un prolongement de la crise du Nord. Amadou Koufa était en sardine. Amadou Koufa, c'est Iyad. Okay? Donc, on a simplement délocalisé la crise du Nord au centre. Deuxièmement, la crise du Nord, la crise du centre, oui, s'explique également par toutes les frustrations des communautés, des frustrations devant une administration qui est une administration d'occupation. Ce n'est pas pour rien que les éleveurs ont appelé les djihadistes à venir réguler de nouveau la traversée, parce que la traversée du bétail, ils ne savaient pas qu'on pouvait faire la traversée avec zéro corruption. Et c'est ce qui a été fait avec les djihadistes. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une question de gouvernance, effectivement, dans la crise du centre. Maintenant, ce que Baba Dakono a dit, donc en disant, en balayant d'un revers de main la piste de confessionnelle, mais je ne sais pas comment c'est possible d'évacuer ça si au Burkina, ils s'en sont pris à des églises, si au Niger, ils ont brûlé des églises, si on sait que l'État islamique au Grand Sahara, qui était à Gossi avec Abdul Hakim, était contraint par l'implantation récente de Barkhane d'aller vers le Burkina et vers le Sénégondo, donc au cœur de la zone où se trouve Soban. On ne peut pas l'exclure, on n'a pas la preuve que c'est confessionnel parce qu'ils ne se sont pas attaqués à une église, mais c'est bel et bien le bassin animiste et chrétien des plateaux de Dogon qui a été attaqué. D'accord. Rapidement, parce que c'est peut-être mon tour de parole. Je pense plutôt que la communication a été maîtrisée cette fois-ci. Que ce soit avec le ministre de la communication, pourtant je n'ai pas la carte de son fan club, le Premier ministre, même le président de la République, je dirais. Disons qu'il est parti avec le cardinal, mais ce n'est pas la première fois. Quand Jean Zerbo a été nommé par le Saint-Siège cardinal, il a été créé cardinal. Le président de la République s'est déplacé pour aller l'accueillir à l'aéroport. C'est un symbole, si vous voulez. Le fait qu'il soit allé à Soban avec Monseigneur Jean Zerbo, le cardinal, c'était aussi un symbole. En revanche, je pense qu'il a manqué quelque chose, et je l'ai su aujourd'hui parce que j'étais à une conférence du Haut Conseil islamique, pour soutenir donc les Maliens qui ont été victimes, les rescapés. Le Haut Conseil a dit, tu n'étais pas à cette réunion-là, le Haut Conseil a dit quelque chose de très important. Il dit, nous en voulons un peu au président de la République parce qu'il s'est rendu à Soban avec le cardinal, mais il aurait pu nous inviter également là-bas. Donc voilà. D'accord. Deux précisions. La première, c'est que il faut bien replacer mon propos dans son contexte. Ouais. J'ai dit, cette dimension n'a émergé que du fait d'une communication désastreuse. J'ai pas fait le procès de la communication institutionnelle parce que après les faits, personne n'a parlé de ça. Mais il a fallu une forme de communication pour qu'on mette en avant la question chrétienne. Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas, Adam, parce que... Moi, j'étais le premier à dire... Non, le premier à dire, Serge m'avait dit, effectivement, Adam, fais attention. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, je ne l'exclus pas, loin de vouloir le rejeter d'un revers de main. Je ne l'exclus pas, d'autant plus que j'ai dit que ces groupes aujourd'hui, que ce soit les groupes terroristes ou tous ceux qui profitent de l'insécurité, n'hésitent pas à instrumentaliser, à exploiter les failles et les différences. Donc, ça peut exister. Mais encore une fois, la question chrétienne n'a émergé
qu'à partir de la communication. Je ne pointe pas la D'accord, communication institutionnelle. Alexis Calambri... Dernier élément. C'est-à-dire qu'il est possible que nous il est possible que nous n'ayons pas encore compris les vrais mobiles de l'attaque de Soban. Okay? Nous sommes sur la piste de la revanche post-Ogosagou, nous sommes sur la piste de l'attaque confessionnelle, mais il peut bien y avoir la piste de règlement de compte interne à la zone, et il faut attendre de voir. Oui, Alexis, peut-être qu'il faudrait insister sur le message de tolérance. Autant un moment, on a dit sur le plateau que les populations ne doivent être ni Peul, ni Dogon, qu'elles doivent être maliennes tout court, autant on doit les encourager à n'être ni musulmans, ni chrétiens, mais maliens tout court. Oui, personnellement, je suis convaincu que ça ne va pas prospérer toute idée de vouloir amener un clivage religieux au Mali, parce que les populations sont tellement imbriquées. Si vous prenez rien que le pays d'Ogon, vous trouvez dans la même famille des animistes, des chrétiens et des musulmans. Donc, franchement, on pourra difficilement embrayer sur ce terrain-là chez nous. C'est pour ça que je dis c'est pas des gens de chez nous quand c'est purement religieux. D'accord, on va rester avec vous. Vous faisiez allusion à la présence des forces étrangères. On va en parler avec cette manifestation cette semaine à Badlabougou. Les populations qui disent niet à l'installation du QG du G5 Sahel. Les images qui vont venir tout de suite. Badlabougou cette semaine. Nous écoutons ici le porte-parole de cette association qui est vent debout contre l'installation du QG du G5 Sahel à Badlabougou. Nous ne voulons pas que le G5 Sahel soit là, parce que le G5 Sahel est un cible des terroristes, des djihadistes comme ils le disent. On demande que le G5 Sahel aille dans une zone là où il y a le Sahara. Donc comme ils sont venus pour le Sahara, nous leur demandons vraiment d'aller dans le coin du Sahara. Voilà, quand on suit la logique de ces populations, elle est cohérente, cette logique. Si le QG du G5 Sahel a été frappé à Sévaré, rien n'exclut que ce soit le cas à Badlabougou, au cœur de Bamako également. Elle est cohérente et elle est légitime. C'est la présence du QG de la force conjointe. Quand on rappelle les raisons qui ont fait que c'est plus à Sévaré, parce qu'il avait été attaqué, c'est légitime que des populations s'inquiètent de la présence. Et pour qui connaît Bamako, c'est l'endroit qui a été choisi, c'est vraiment situé en plein cœur d'un quartier qui se trouve au cœur de Bamako. Donc ce sont des inquiétudes tout à fait légitimes. Oui, Serge, si le QG était toujours à Sévaré, c'est pas loin de Sobané. Peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. C'est sur le même fuseau, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient à... Ce dont on rêvait, c'est que le G5 quitte Sévaré pour aller à 600 km plus au nord. Et voilà qu'ils reviennent à 600 km plus au sud. Moi, j'habite non loin de là, donc je soutiens un peu les manifestants parce que je suis un peu heureux. Je prends des dispositions. Non, je dis la vérité. Parce que je passe là. Mais parce que c'est quand même dangereux, c'est dans la gueule du loup. Et c'est pas la première fois qu'ils marchent. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Je pense même que le directoire ou les responsables du G5 qui travaillent au mess des officiers ne sont pas en sécurité parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc il faut forcément, à mon avis, trouver une solution. Adam Cham, et ensuite l'attaque du quartier général du G5 à Sévaré fait une mauvaise publicité au G5. Mais je ne vois pas pourquoi Bamako proteste contre l'installation du G5 et demande qu'ils aillent ailleurs. Mais Sévaré fait partie du Mali, Gao fait partie du Mali, Gossi fait partie du Mali, donc il faut bien qu'ils s'installent quelque part. Et je me demande si, par exemple, si le G5 devait être basé ailleurs qu'au cercle mess des officiers, par exemple dans un parti désaffecté de Bamako, s'il y aurait eu autant de protestations. Donc il y a aussi peut-être aussi d'autres enjeux. Mais de toutes les manières, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est le commandement opérationnel du G5, c'est pas une base d'entraînement. Hein, c'est pas une base d'entraînement. On peut même se passer effectivement de cette unité-là parce que les vrais
Non, les vraies forces du G5, c'est en Mauritanie et au Tchad, n'est-ce pas? Le vrai commandement. C'est au Niger, c'est en Mauritanie, c'est au Tchad. Donc, sous les 3 fils. Voilà, donc à mon avis, franchement, oui, on pouvait ne pas aller à Badlabougou. Moi, je ne suis pas content qu'il soit logé dans le quartier enfin, cette limite des officiers, parce que c'est là où il y a la dibiterie des Apollo. Non, mais quel est le message, disons, politique, ou même l'image qu'ils veulent véhiculer comme ça? Le G5, l'état-major a été attaqué à Sévaré et on replie sur Bamako. Donc déjà qu'il y avait, disons, pas trop de confiance en le G5 Sahel, pour moi, ils auraient dû avancer plus sur le théâtre des opérations que se replier sur Bamako. Quel que soit le quartier, ce n'est pas normal de mon point de vue. De quitter Sévaré parce qu'ils ont été attaqués. Voilà, de fuir. Ça ressemble à une fuite. Donc, ça ressemble à un repli tactique. Voilà, bon. D'accord. Baba Dakono, pour toujours parler de la responsabilité des forces étrangères, que l'armée malienne ne puisse pas, qu'elle soit défaillante, mais on aurait quand même aimé à ce qu'elle soit épaulée par ces forces étrangères-là pour éviter des massacres du type de Sobaneda, même si ce n'est pas la première responsabilité. On aurait aimé avoir ce soutien-là, non? Oui, je pense que ça doit faire partie des objectifs, même si ceux-ci sont clairement définis dans le mandat. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait que le QG soit à Badlabou et que les populations de ce quartier s'opposent. Parce que je crois qu'au-delà des manifestations, il faut mettre ça en perspective sur aujourd'hui l'une des faiblesses de la force. C'est vrai que la question de moyens attire beaucoup plus l'attention, mais vous vous rappelez, depuis qu'on faisait les débats sur le concept d'opération de cette force, il y avait une question qui avait été soulevée, c'est-à-dire l'absence de la composante politique. Mais malheureusement, on a ramené ce débat à sa seule dimension de protection des droits de l'homme. C'est une question importante, c'est une dimension importante, mais encore une fois, quand les problèmes sont mal posés, les réponses ne sont pas adaptées. Et pour répondre à ça, on a dit, bon, on va faire des formations droits de l'homme, on va faire, etc., etc. Mais ça ne résout pas tout le problème, parce que cette force conjointe est déployée dans un environnement complexe. Elle est chargée de combattre des menaces pour lesquelles souvent les populations sont actrices involontairement ou volontairement. Donc, au-delà aujourd'hui des localités sur le terrain où elle doit être déployée, elle trouve quand même le moyen de créer des tensions qui pouvaient être évitées à Bamako. Donc tout ça devrait faire l'objet d'analyse et d'appui dont la force a nécessairement besoin pour avancer. D'accord, cher Daniel. Oui, Barkhane, pour moi, Barkhane donne de bons exemples en la matière. Partout où vous voyez les forces Barkhane se déployer, vous avez pratiquement une unité qui fait du porte-à-porte, qui vont jouer avec les enfants, qui vont accompagner les femmes, donc qui crée vraiment les conditions de se faire accepter des populations localement. En plus, fondamentalement, on ne peut pas dire que les forces étrangères ne sont pas utiles. MINUSMA a réhabilité beaucoup de centres de santé, de commissariats, ils font du bien. Alors, moi, mon problème, à la limite, est-ce que, et quand vous discutez avec les militaires d'un camp comme de l'autre, il n'y a pas trop de partage d'informations. Nos gens disent ils ne nous informent pas, même si ça, eux disent on ne fait pas trop confiance. Donc je pense qu'il faut beaucoup qu'on travaille cet aspect, à la limite qu'ils ne soient pas des forces combattantes comme leur mandat ne leur permet pas, mais qu'ils puissent souvent partager les informations. Oui, ce qu'il faut, c'est la meilleure. On a 4 forces sur le terrain. Vous avez l'armée malienne, vous avez la MINUSMA, vous avez Barkhane et vous avez le G5. Ce qu'il faut souhaiter et qu'on n'a pas jusqu'à présent, c'est une meilleure coordination entre toutes ces forces-là. On n'a pas cette coordination. L'armée malienne seule ne peut pas. Vous avez vu un envoyé spécial du Mali à l'ONU, parce qu'il est question de renouveler le mandat. Alors, on a demandé officiellement le renforcement de la présence des forces onusiennes dans le centre. Parce qu'on ne peut pas, donc c'était le grand oral, on nous a écoutés, mais la décision va être prise le 27.
on saura s'il y aura renouvellement, s'il y aura renforcement, etc. Nous ne pouvons pas en cette période-là, parce que nous ne pouvons pas, voilà. Donc il faut dire qu'il y a nécessité d'avoir des forces étrangères, mais des forces étrangères avec lesquelles nous serons plus coordonnés, parce que là, pour moi, je suis sûr d'une chose, il y a un manque de coordination. D'accord, on s'achemine vers la fin de l'émission. La dernière question, Adam Cham, ça fait longtemps que vous n'étiez pas sur le plateau. On laisse tomber le sport alors. Oui, on va laisser tomber. Est-ce qu'il faudrait se désespérer du centre? Après avoir quasiment perdu le nord, est-ce que le Mali est en train de perdre le centre, puisque l'État n'existe pas efficacement à partir de la région de Ségou, à partir du nord de la région de Ségou? Est-ce que c'est fatal? Est-ce qu'il faut se désespérer du centre? Non, il ne faut pas désespérer du tout du centre. Il y a eu des situations pires qu'au centre du Mali et qui ont pu être petit à petit résorbées. Il y a la situation du Darfour, c'était plus de 200 000 morts. Il y a la Somalie qui est en train de se reconstruire en dépit des attaques qu'elle suit. Je ne crois pas du tout que le centre est totalement nous a totalement échappé. Il faut simplement qu'on agisse. Il faut qu'on agisse dans les 3 directions qui ont été imprimées au PSIARC. Okay? Mais ça veut dire donc qu'il faut des moyens et il faut surtout qu'on fasse des lectures correctes de la situation. Et moi, je me suis réjoui d'entendre le président dire qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire au centre. C'était le point de vue de beaucoup de chercheurs sur le centre. On dit non, attention, il y a une guerre par procuration, des communautés qui sous-traitent leur sécurité à des milices, mais il n'y a pas forcément de mésentente entre les institutions administratives locales. Par exemple, les chefs de village d'Ogon, il n'y a pas de problème. C'est le chef de village d'Ogon qui s'était interposé à Koulogon pour que les Peuls ne soient pas tués. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté de côté. Il est aussi arrivé vers Malimana en 2015 que des Bambara donnent asile aux Peuls. Il est arrivé que les Peuls donnent asile aux Bambara. Donc je pense que le fond, le capital social est préservé et ça c'est notre grande chance. Je ne pense pas du tout que le centre soit foutu et je pense que nous pouvons très vite revenir à la situation d'antan. D'accord. Nous parlerons donc de cette Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football. Oui, la bonne nouvelle lors du prochain débat du dimanche. Ainsi prend fin ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham, journaliste, Alexis Calambri de Mali Tribune, Baba Dakono, juriste chercheur et Serge Daniel, journaliste écrivain. 2 rendez-vous, 20h30 Washington Forum en partenariat avec la Voix de l'Amérique, toujours sur la question du centre. Baba Dakono qui fera partie des invités, 20h30 sur Africa. Et également 21h politique, le débat autour du thème de Koulongo à Sobaneda avec comme invité M. Chekmar Konaré, avocat, Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti Sadi, Boubou Doukouré de la société civile et puis le parti FAD, voilà, Sahara, avec Robert Dissa tout de suite à 21h politique, le débat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.